Bien, bonjour à tous. Très heureux d'être là ce soir. Très rapidement, Yext, on est une société américaine, cotée en bourse et éditeur d'une plateforme de Digital Knowledge Management. Et je ne vais pas vous expliquer tout de suite ce que c'est que le Digital Knowledge Management, parce que c'est précisément en partie l'objet de la présentation. Nous, on va traiter en fait le voice du point de vue du SEO, Search Engine Optimization, c'est-à-dire toutes les techniques qui permettent en fait d'optimiser la visibilité d'un site internet dans les pages de résultats d'un moteur de recherche. Et on va essayer en fait de répondre à deux questions assez concrètes. La première, c'est en quoi la voix impacte les pratiques SEO. Ça, c'est la première question qu'on va essayer de regarder. On va essayer d'être le plus didactique possible. Et la deuxième, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour se préparer à la disruption de la voix. Et la façon dont on a décidé en fait de s'y prendre avec Jimmy, c'est de faire une sélection d'une douzaine de mots-clés qui nous semblent représentatifs des enjeux au jour de la voix dans un contexte SEO. D'accord ? Et vous allez voir que ces enjeux sont assez importants. Je me permets en fait de commencer par une citation d'Olivier Andrieux. Peut-être pour des gens qui sont spécialistes du SEO, Olivier Andrieux, c'est la référence en termes de SEO en France, éditeur notamment d'un blog très bien autour du SEO et que je vous invite à aller voir qui s'appelle abondance.com. Et vous voyez, il a écrit en fait un billet il y a environ 6 mois sur les grands chantiers du SEO en 2018. Et parmi ces chantiers, naturellement, il y a la voix. Et voyez ce qu'il indique, c'est l'une des plus grandes évolutions dans le search depuis les années 1990. L'une des plus grandes évolutions. Et c'est ce qu'il s'agit précisément de comprendre. Donc je vais démarrer par mon premier mot pour essayer d'expliciter ce que dit Olivier Andrieux quand il dit que c'est une des plus grandes évolutions. Et pour pouvoir répondre, il faut revenir un petit peu, mais très succinctement et très rapidement, sur ces 40 dernières années en termes d'évolution technologique. Et je commencerai donc ma présentation par un terme, c'est platform shift. En effet, on est en train de vivre une sorte, en gros, de changement de plateforme absolument essentiel, qui disrupte en fait toutes les étapes de traitement d'une requête dans un moteur de recherche. Et donc, pour bien comprendre ça, il faut regarder en gros ce qui s'est passé précédemment. Dans les années 80, il y a eu la révolution des PC avec l'arrivée des interfaces graphiques, souris, menus déroulants, clavier. Dans les années 90, on a assisté en fait à la démocratisation du web avec deux applications emblématiques de cette période, que sont le navigateur Internet et le moteur de recherche. Et dans les années 2000, on a eu en fait le déploiement global des architectures cloud, mais surtout l'avènement mobilité, avec le lancement de l'iPhone en 2007 et le développement du marché de smartphones, avec notamment de nouvelles interfaces de type tactile auxquelles on s'est grandement habitué sur ces 10 dernières années. Et certains spécialistes disent que globalement, on serait en train de rentrer dans ce qu'on appelle l'ère de la conversation, qui est rendue possible parce que Vincent a dit tout à l'heure, les évolutions en termes d'intelligence artificielle, et notamment un des segments de l'intelligence artificielle qu'on appelle le traitement automatique du langage, qui rend possible le développement d'outils comme des enceintes connectées ou des assistants vocaux connectés. Et quand on a bien tout ce que je viens de dire en fait à l'esprit, on peut voir que globalement on va disrupter 4 choses essentielles avec l'avènement de la voix. Et c'est très important de les avoir à l'esprit parce que si vous comprenez ça, globalement, vous avez compris tous les enjeux qui se tournent autour de la voix. La première chose, c'est l'interface. En gros, avec la voix, on n'a plus d'interface graphique, on n'a plus de menu déroulant, on n'a plus de navigateur Internet, on n'a plus d'écran tactile, mais on a tout simplement, en gros, des algorithmes de reconnaissance vocale qui sont en capacité de vous faire interagir avec un moteur de recherche. Le deuxième point qui est disrupté, c'est la requête en elle-même. Avec la voix, globalement, aujourd'hui, fini les mots-clés. On n'a plus de mots-clés, mais on a en gros des requêtes qui sont énoncées en langage naturel sous la forme de questions. Et c'est un changement majeur parce que je rappelle que toutes les stratégies SEO aujourd'hui sont basées précisément sur le paradigme du mot-clé. Troisième chose qui est disruptée, c'est l'algorithme. En gros, de moins en moins d'algorithmes de type statistique qui vont analyser des récurrences de mots dans une page donnée, mais de plus en plus d'algorithmes de type sémantique qui sont à capacité, en gros, de scroller une page, de comprendre le sens d'une page précisément un peu comme le ferait un cerveau humain et de vous restituer la meilleure réponse vocalement. Et la dernière chose peut-être qui est la plus visible, c'est le résultat.
En gros, ici, on a de moins en moins de liens bleus, on a de moins en moins de sites Internet, et je reviendrai sur cette notion, comment ça impacte le site Internet, mais au contraire, on a plus en plus de résultats sous la forme de données structurées, soit visuellement, comme des one-box, comme des features de snippets, on reviendra sur ces notions comme des knowledge graphs ou des local packs, ou encore, et c'est là une des grandes nouveautés, des réponses qui sont directement vocalisées par des assistants vocaux. Et si on garde bien tout ça à l'esprit, pour vous, en tant qu'organisation, il est super important que vous ayez une représentation claire de tout l'écosystème technologique avec lequel vous allez devoir faire face dans vos plans marketing dans les années à venir pour voir comment vous vous positionnez par rapport à cet écosystème. Et quand on analyse l'écosystème de la voix, j'ai choisi 6 éléments essentiels. Le premier élément, naturellement, c'est la partie hardware. Et là, on a une multiplication des hardware. Les enceintes connectées, bien sûr, on ne parle que ça. Mais le smartphone, l'IoT, et puis demain, ça sera les drones et les voitures sans chauffeur. Et vous allez devoir faire exister votre marque dans l'ensemble de ces systèmes hardware. Deuxième élément, c'est les operating systems, que je dissocie précisément des assistants vocaux. Pourquoi ? Parce que ça permet tout de suite d'analyser un rapport de force qu'il y a sur le marché de par la forte présence d'un Google ou d'un Apple dans l'environnement du mobile. Le troisième, c'est les assistants vocaux intelligents, dont on a parlé. Le quatrième, c'est toutes les voice applications. En gros, il est en train de se passer dans l'univers de la voix ce qui s'est passé dans le domaine de la mobilité. Vous avez la possibilité aujourd'hui de créer des sortes de tunnels de conversation avec vos marques basés sur des scénarios précis. Le cinquième, c'est la data, naturellement. Et le sixième, c'est tous les éléments d'analytics. C'est-à-dire qu'il va falloir faire évoluer des applications type Google Analytics ou Adobe Analytics pour essayer de vous donner la possibilité en fait, de traquer votre performance, j'allais dire votre part de voix, au travers de ce nouveau médium. Et le premier enseignement, et c'est peut-être ce qu'on doit retenir de cette session essentiellement, c'est où devez-vous focuser votre énergie ? Naturellement, sur le segment data. C'est sur la data que vous devez focuser votre énergie pour une bonne et simple raison, c'est que les systèmes intelligents qui sont basés sur la voix s'appuie sur les données structurées de votre entreprise pour prendre des décisions lorsqu'un interlocuteur donné émet une requête. Donc, toute votre énergie doit être sur la data et on verra un peu plus loin avec Jimmy comment vous pouvez faire. Mon deuxième mot-clé, je ne pouvais pas y échapper, c'est intelligence artificielle. Mais intelligence artificielle dans un environnement SEO. En gros, il faut bien comprendre que les pratiques SEO sont indissociables de l'évolution du web et de l'évolution des moteurs de recherche. Et au fur et à mesure que le web a évolué, on a assisté en fait à une sorte de complexification des algorithmes des moteurs de recherche qui impactent en retour la manière de faire du SEO. Et croyez-moi, les choses ne font que commencer. Au début, en fait, les choses étaient relativement simples pour les gens qui font du SEO. En gros, le critère de pertinence majeur, c'était le nombre de fois où une requête apparaissait dans une page. En gros, il suffisait en fait de faire du bourrage de mots-clés dans une page pour apparaître dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Et puis Google est arrivé avec son fameux PageRank et a inscrit en plus de ce qu'on appelle des critères in-page, c'est-à-dire le code ou les contenus, des critères off-page, en fait les fameux backlinks, c'est-à-dire tous les liens entrants externes à votre site qui pointent vers votre site internet et qui lui donnent de la popularité. On estime aujourd'hui que Google utilise environ 200 critères de classement dans son algorithme et que son algorithme subit en gros 1200 changements parlants. En d'autres termes, aujourd'hui, les algorithmes implémentent de plus en plus d'intelligence artificielle. Ils sont à base de machine learning, de réseaux de neurones, de deep learning. Pourquoi ? Parce que l'adoption en masse de la voix implique de développer des systèmes de reconnaissance vocale et d'analyse sémantique qui soient suffisamment performants pour comprendre précisément le sens d'une requête donnée et de pouvoir vocaliser une seule réponse. Et c'est d'ailleurs dans ce sens que Google a fait dernièrement évoluer l'ensemble de ses algorithmes avec les annonces d'Hummingbird en 2013, je crois, et les annonces successives de RankBrain en 2015. Il s'agit précisément pour Google de comprendre le sens, le contexte et l'intention d'une requête donnée pour mettre en place ou développer des systèmes qui sont en capacité de converser avec des interlocuteurs donnés. Donc face à ça, ce que vous devez faire absolument, et encore une fois on le verra précisément par la suite, vous devez en gros aider les moteurs de recherche à comprendre le sens des pages de vos sites internet
pour pouvoir les indexer facilement. En d'autres termes, il faut faire en sorte aujourd'hui que vos pages soient sémantique friendly pour les moteurs de recherche. Ce qui m'amène sur mon troisième mot-clé. Ces mots-clés, modèle conversationnel. En gros, tous les progrès qui ont été réalisés en intelligence artificielle, en traitement du langage, fait que les moteurs de recherche évoluent de plus en plus de moteurs de données, qui sont principalement basés sur le paradigme du mot-clé, vers ce qu'on appelle des moteurs de connaissance, capables de faire des analyses de contexte, des analyses de champs lexicaux, de champs sémantiques, pour faire émerger à terme un nouveau type de recherche qu'on appelle la recherche conversationnelle. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là aujourd'hui que Google va, puisque quand ils comparent la recherche future, ils prennent toujours l'image de Star Trek. Donc en gros, pour eux, demain, interagir avec un moteur de recherche, ça consistera tout simplement à émettre des sessions de réponses et de questions où le moteur serait demain en capacité, quelque part, de vous demander de clarifier la question que vous avez posée pour pouvoir vous délivrer la meilleure information qui soit. Et ce qui m'amène vers une autre idée, cette idée en fait de modèle conversationnel indique une autre idée très forte d'évolution des moteurs, qu'on appelle des moteurs de réponse par opposition à des moteurs de recherche. En gros, des moteurs qui seraient en capacité de vous délivrer directement l'information sans avoir à vous renvoyer vers un site Internet tierce. C'est précisément ce qu'indique ici le Senior Vice President de Google en 2012, au moment du lancement du Knowledge Graph en France en 2012. Il faut bien voir que la recherche vocale s'inscrit sur une vision long terme de Google, qu'on peut en fait déceler si on observe l'évolution des pages de résultats, en gros, des moteurs de recherche. Et quand on regarde précisément ce que c'est qu'un moteur de recherche classique, c'est quoi? C'est ni plus ni moins en fait qu'un formulaire auquel vous avez accès au travers d'un navigateur web, à l'intérieur duquel vous rentrez des mots-clés qu'un algorithme va analyser, pour essayer d'aller extraire les pages qui sont le plus en adéquation avec une recherche donnée et vous restituer une réponse sous la forme de liens bleus. En gros, jusqu'à maintenant, quand vous recherchiez une information dans Google, vous aviez en restitution une liste de liens bleus, vous cliquiez sur l'un des liens pour sortir du moteur de recherche et aller visiter une page web qui était supposée vous délivrer l'information recherchée. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, eh bien, les moteurs de recherche sont de plus en plus intelligents et vous délivrent directement l'information recherchée. En d'autres termes, un moteur de recherche classique, c'était ni plus ni moins qu'aujourd'hui une sorte de passerelle vers des sites Internet tierces. Un moteur de réponse, lui, va vous délivrer directement la réponse sous la forme de données structurées comme des OneBox, des Knowledge Graph ou encore des Local Pack. Ça veut dire qu'un moteur de réponse, il a 3 vocations. La première vocation, c'est d'éliminer au maximum les liens bleus. La deuxième vocation, c'est de répondre directement à votre question. Et la troisième vocation, c'est de vous conserver dans son écosystème. Ce qui m'amène donc à mon 5e mot-clé. Tout le monde ne parle que de ça, la fameuse position 0. Et oui, si un moteur est capable de vous répondre directement à une requête donnée, eh bien, votre objectif pour vous et votre challenge, c'est d'être précisément la position 0 qui va être vocalisée par Amazon, par Google ou par Apple. La position 0, en fait, en d'autres termes, c'est toutes les réponses qui sont au-dessus de la position 1, en fait, et qui apparaissent lorsqu'on émet une requête sous la forme de question. Donc il y a plein de positions 0, il y a des Knowledge Graph, des OneBox, des Local Pack qui apparaissent en position 0. On voit bien donc, aujourd'hui, que ça ne suffit plus de viser juste les 3 premiers résultats ou la première page, mais il faut viser la position 0. Et donc, la pression sur les marques pour exister dans cet écosystème digital devient naturellement de plus en plus importante. Ce qui m'amène sur le 6e mot-clé, et Vincent en a parlé tout à l'heure, et tout ce qui concerne en fait, le lien qu'il existe entre la voix, le mobile et la recherche locale. Et oui, lorsqu'on parle de recherche vocale, on ne pense qu'aux enceintes connectées. Et donc, on a cette idée que tout va se passer directement par la voix. Or, il faut bien avoir à l'esprit que le plus fort potentiel de développement de la recherche vocale aujourd'hui, c'est le mobile.
Et je rappelle d'ailleurs que le vocal a démarré sur le smartphone avec Apple et Siri en 2011, et que le lancement de l'iPhone en 2007 a été un facteur d'accélération vers la recherche vocale de façon indéniable. Juste quelques chiffres. Savez-vous qu'aujourd'hui, il se vend 1,7 milliard de smartphones de par le monde? Combien se vend-il d'enceintes connectées? 60 millions. 1,7 milliard, 60 millions. Savez-vous qu'aujourd'hui, 80% des smartphones embarquent avec eux des assistants vocaux? Autre information, près de 50% des requêtes aujourd'hui qui sont établies dans un moteur de recherche le sont au travers d'appareils mobiles et non plus d'appareils desktop. Il est donc bien clair que le développement de la voix va passer par le mobile. Et pour faire quel type de requête? Pour faire des recherches de type local, c'est-à-dire des recherches NURMI. Je demande des horaires d'ouverture, je demande un itinéraire, je cherche un service ou un produit à proximité de moi. Savez-vous globalement que 54% des recherches vocales aujourd'hui en mode mobilité sont des recherches locales et que les recherches locales ont augmenté sur les 3 dernières années de plus de 900%. C'est une tendance long terme. Et quelle est la particularité d'une recherche locale? Elle est orientée vers l'action. Les personnes qui font une recherche locale, 3/4 du temps, c'est pour se rendre en point de vente dans les 24 heures qui viennent. Et 30% de ces personnes vont convertir. Donc beaucoup de bruit est fait aujourd'hui autour de l'enceinte connectée, mais il faut partir de cette session avec l'idée qu'aujourd'hui, indéniablement, le smartphone est le device de prédilection pour le développement de la recherche vocale et de la recherche locale. Ça veut dire quoi pour vous en tant qu'entreprise? La première chose, vous devez aujourd'hui penser absolument votre site internet en étant mobile-centrique, à la fois pour des raisons naturellement d'expérience utilisateur, mais surtout pour des raisons d'optimisation de votre SEO. Et la deuxième chose aussi qui est extrêmement importante, savez-vous que d'après des études, et vous pouvez avoir ces études sur un site qui s'appelle Roast, il faut savoir que la grande majorité des recherches locales qui sont aujourd'hui vocalisées par Google Home viennent d'où? Elles viennent de Google My Business. Et donc il est absolument crucial, si vous avez un fort footprint local en tant qu'entreprise, en gros, de mettre en place une stratégie de référencement local solide. Ce qui m'amène à mon 7e mot-clé qui est multimodalité. Alors effectivement, c'est une des grandes questions aujourd'hui autour du vocal, c'est le mode de restitution d'une requête donnée. Et on a toujours dans l'esprit effectivement le modèle de l'enceinte connectée. On pense toujours vocal de bout en bout, vocal au niveau de la requête, vocal au niveau de la restitution du résultat. La vraie question donc aujourd'hui, c'est est-ce qu'on se dirige tout droit vers le tout vocal? La réponse est définitivement non. Et ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs. Le premier, naturellement, c'est déjà l'appareil que vous utilisez. Si vous utilisez un smartphone, par rapport à une enceinte connectée, il y a fort à parier que la réponse ne soit pas vocale, mais visuelle. La deuxième chose, c'est la qualité des données que Google va détenir dans sa base de données. On sait qu'aujourd'hui, que si la qualité de données est pas très bonne, que Google va avoir tendance à vous restituer une réponse sous la forme de liens bleus pour vous renvoyer vers un site Internet. Et la troisième, ça dépend aussi du type de requête. Il y a beaucoup de secteurs d'activité où, naturellement, la forme visuelle d'une restitution est bien plus pertinente que simplement vocaliser une réponse. Je pense au secteur de la mode, du retail, de l'hospitality, mais aussi de la restauration, tout simplement pour pouvoir s'afficher des menus. Donc il est bien clair qu'en gros, on se dirige toujours plutôt vers une recherche, si je puis dire, de type multisensoriel. Et la preuve, vous avez d'autres types de recherches qui arrivent aujourd'hui sur le marché, qu'on appelle la recherche inversée ou la recherche visuelle. En gros, vous prenez une photo, vous avez une application qui s'appelle Google Lens, vous prenez une photo d'une paire de chaussures que vous ne connaissez pas, que vous n'avez vu ni d'Adam ni de Ève, et en retour, vous pouviez obtenir des informations sur la paire de chaussures, le prix, la marque, et puis le point de vente le plus proche d'où vous vous trouvez, et vous faites une demande d'itinéraire pour vous rendre en magasin. Donc la recherche vocale on ne nous dirige pas totalement vers le tout vocal. 8e mot-clé, c'est votre site Internet. Vincent en a parlé, que devient votre site Internet? Et oui, si d'un seul coup, les moteurs de recherche sont amenés à vous délivrer directement l'information recherchée,
que devient votre site Internet? En d'autres termes, est-ce que Google va renvoyer moins de résultats à votre site Internet? Alors c'est super compliqué de répondre à la question, mais la réponse c'est oui. Il y a certains panélistes qui ont fait des recherches et qu'on a une tendance à la baisse de trafic d'un moteur de recherche vers le site Internet, du fait tout simplement en partie de la substitution des liens bleus par des données structurées de type localpack ou de type knowledge graph. En tout cas, il y a une certitude aujourd'hui, il faut bien partir à l'esprit que votre site Internet n'est plus la pièce maîtresse de l'expérience digitale de vos consommateurs. Et que globalement, plus de 73% de vos interactions avec vos consommateurs se passent en dehors de votre site Internet. En gros, des applications comme des moteurs de recherche, comme des systèmes de cartographie, comme les réseaux sociaux, comme les annuaires et aujourd'hui comme les assistants vocaux, créent une sorte de canal d'interaction avec vos consommateurs qui fait que vos consommateurs interagissent beaucoup plus sur des applications tierces que sur votre propre site Internet. Et ça veut dire quoi, vous, en tant qu'entreprise? Eh bien, qu'il est aussi crucial pour vous, bien sûr, de continuer à vous occuper de votre site Internet, puisque pour un moteur de recherche et pour un utilisateur, c'est l'autorité source en termes d'information, mais qu'il est absolument crucial pour vous de vous occuper de l'ensemble des applications tierces, tout simplement parce que le nombre d'endroits où vous pouvez interagir aujourd'hui avec vos consommateurs a littéralement explosé et que cette tendance va continuer à croître avec l'avènement des assistants vocaux. Et je terminerai sur mon dernier slide, mon dernier mot-clé qui va introduire Jimmy, qui est la notion d'anatomie de ces nouveaux systèmes intelligents, qui est une sorte un peu de synthèse de ce que je viens de dire. Quand vous regardez ces assistants vocaux, ces appareils, en fait, ils sont constitués de 3 parties essentielles. La première partie, c'est l'élément interface. C'est, en gros, le moyen d'interagir et d'engager avec l'ensemble des applications ou de ces appareils dans un cadre mobile et pour faire, par exemple, des recherches locales. Le deuxième élément, c'est la partie intelligence artificielle. En gros, leur rôle, c'est de prendre des décisions par rapport à des requêtes émises pour délivrer la meilleure information possible. Et à partir de quoi, sur quoi se base-t-il pour prendre des décisions? Sur des connaissances et des datas, notamment structurées, à partir duquel ils vont faire et prendre ces décisions. Et vous, en tant qu'entreprise, il est clair globalement que vous pouvez ni maîtriser les interfaces, ni maîtriser les algorithmes. Par contre, vous pouvez prendre directement le contrôle des données qui alimentent l'ensemble de ces systèmes intelligents pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'un de vos consommateurs fait une recherche dans votre univers sémantique, vous soyez le résultat qui soit vocalisé par Google, par Amazon ou par Apple. Et maintenant, on va regarder un petit peu cette partie data avec Jimmy. Merci Franck. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, ce qu'on va regarder maintenant ensemble, c'est qu'on va passer un petit peu de temps sur essayer de comprendre l'envers du décor. On va ouvrir le capot et on va essayer de comprendre un petit peu comment ça se passe, comment nous, en tant que marque, on va résoudre cette problématique. Franck nous a posé le décor, on a compris les enjeux, on a compris les efforts qu'il fallait qu'on fasse. Maintenant, l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre en détail, pour une marque, qu'est-ce qu'il s'agit de faire pour pouvoir réellement participer à ce jeu, qui est ce nouveau jeu de la recherche vocale. Et là, alors, on va utiliser des gros mots, hein, excusez-moi, on va parler de structuration de données, on va parler de sémantique, mais l'idée, c'est quoi? C'est de donner du sens au contenu. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tout ce qu'on a fait comme effort nous a permis de créer des sites web pour nous, êtres humains, mais pas forcément pour les moteurs de recherche qui venaient chercher de l'information. Et donc, maintenant, il s'agit d'avoir un double jeu, un jeu qui consiste à continuer à alimenter une interaction avec un utilisateur humain, mais en plus de penser aux moteurs de recherche, aux algorithmes, aux intelligences artificielles, et donc de livrer cette même information, mais évidemment sous une forme un petit peu différente. Et donc, juste pour Franck, j'ai repris l'exemple d'Mbappé, je sais qu'il n'avait pas prévu ça, mais c'est pas grave, on est dans le coup du monde, donc on est obligé. Voilà ce que va voir un site web quand il va débarquer, un robot qui va débarquer sur un site web, il va trouver Mbappé. Mais pour lui, c'est quoi? C'est une suite de caractères qui ne veut strictement rien dire. Il n'a aucune idée de ce que c'est. Nous, on sait parce qu'on a un contexte, on a une histoire, on a un cerveau, donc on est capable de mettre en évidence et de mettre en contexte.
Mais ce qu'il va falloir faire, c'est commencer à rajouter du contexte à cette information. Et là, on va commencer à lui dire, tu vois, Mbappé, c'est un nom propre. Ça y est, déjà, j'en sais déjà un petit peu plus sur Mbappé. Mais si je continue, c'est le nom propre d'un joueur de foot. Donc là, on a toujours la même information, mais elle a été enrichie d'un contexte et d'un sens qui nous permet à un moteur de recherche ou à un algo ou à une intelligence artificielle de mieux comprendre de quoi on parle. Et puis on peut typer cette information. On va dire, oui, en fait, il est droitier. Donc on va commencer à rajouter des attributs qui me permettent d'aller plus loin sur l'information qui permet de décrire Mbappé. Donc vous voyez la logique, on va prendre une information simple, basique, et on va l'enrichir de sens et de contexte. Alors qu'est-ce que ça veut dire si on projette ça maintenant dans le monde du business, dans le monde des marques? Prenons un exemple ici, voilà une page web que j'ai pris au hasard sur un site allemand, en essayant de froisser personne dans la salle, donc j'espère que personne ne connaît cette marque, j'espère. Et ça, c'est ce que je vois moi en tant qu'être humain. Donc si je suis allemand, je lis l'allemand très bien, je m'en souviens. En fait, c'est un site de bricolage. Mais si maintenant je veux voir ce qui se passe d'un point de vue robot, vous voyez sur la partie gauche, ce que vous voyez, c'est le code HTML de cette page, et sur la partie droite, c'est ce que voit le robot de Google, c'est-à-dire rien. Voilà, c'est le néant absolu. Alors qu'est-ce que va faire Google? Parce qu'il est têtu, il va aller voir dans le code HTML, il va fouiller, puis il va essayer de comprendre. Mais vous, en tant que marque, vous ne voulez pas qu'il essaye de comprendre. Vous voulez qu'il comprenne. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un autre exemple d'une page que Yext, évidemment, effectue. Là, c'est Taco Bell, restaurant haut de gamme. Et là, on retrouve donc la mise en page, on voit l'information. Si par contre, là, je regarde ce qui se passe, on voit bien que sur la partie droite, c'est plus du tout la même histoire. Là, je retrouve de l'information hautement structurée avec le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, les horaires d'ouverture, pourquoi pas le menu, avec toutes les informations des différents produits que je propose. Et ce qui fait que si demain, je me rapproche de Google et je lui dis « Est-ce que tu as des tacos ?», il va pouvoir répondre, alors qu'avant, il aurait été incapable de comprendre, ma question, et d'y répondre. Donc on voit bien l'intérêt aujourd'hui de rajouter un sens, du sens et de rajouter du contexte à une information qui, à la base, est une information basique et sans intérêt. Et donc, on va utiliser des mots comme le lexique, comme le vocabulaire, comme le référentiel. En clair, on va vraiment venir enrichir cette information en lui rajoutant une coquille sémantique qui va vraiment venir la typer. Et on va parler d'un terme technique 2 secondes qui s'appelle schema.org. Si vous voulez vraiment vous lancer dans cette aventure, renseignez-vous. C'est un format qui a été mis au point par Google, Yandex, Bing. Et pour une fois qu'ils se sont mis d'accord, ils ont créé vraiment un référentiel qui permet de rajouter ce sens et ce contexte. C'est ce que nous faisons quand vous avez vu les pages avec toutes les informations. Nous rajoutons cette structure schema.org dans les pages HTML. Et tout ça, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à ce qu'on a créé, ce qu'on appelle une entité. Reprenons l'exemple d'Mbappé. J'ai créé une entité qui est joueur de foot. Ça pourrait être point de vente, ça pourrait être produit, ça pourrait être menu, ça pourrait être événement, ça pourrait être promotion. Tout ça, ce sont des entités. À l'instant où je vous parle, c'est principalement ce qu'il faut faire, c'est se préoccuper de vos entités et de commencer à les structurer et à les mettre en place. Par contre, le futur proche, c'est le prochain mot qu'on va aborder ensemble, c'est le knowledge graph. Alors c'est quoi le concept du knowledge graph? On va reprendre notre petit copain Mbappé. Je n'ai pas fait exprès, on l'avait préparé avant, je vous jure que c'est vrai. Et là, on voit qu'on a une entité joueur et il y a un certain nombre d'informations. On a son nom, son prénom, il est droitier, il est joueur du PSG, très bien. Mais on va rajouter une entité qui va être une entité équipe. Grandes entités. Et on va dire, voilà, Mbappé, il joue au PSG, qui est lui-même champion de France de cette année. Mais il se trouve qu'il y a plein d'autres joueurs qui sont reliés en fait à cette équipe, puisqu'évidemment, il y a plein d'autres joueurs de foot au PSG. Et puis on voit bien que là, on a 2 joueurs, Kimpembe et Mbappé, et en fait, il se trouve que tous les 2 appartiennent à l'équipe nationale également. Donc ils sont dans 2 équipes différentes, qui est encore une nouvelle entité, qui elle est différente, puisque là, on parle de l'équipe de France, championne du monde 98, et bientôt, dans 15 jours, championne du monde 2018. Je déconne. Et puis, on va voir qu'il y a un certain nombre d'autres informations. Par exemple, l'équipe nationale, elle va participer à une autre entité qui est la Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, elle vient de qui? De la FIFA. Et qu'est-ce qui va se passer dans la Coupe du Monde? Ça va être joué dans des stades. Et vous voyez qu'en fait, on multiplie de façon extrêmement simple ces entités entre elles, qu'on va connecter entre elles. Et là, on est en fait de créer un réseau de connaissances. D'où le terme en anglais, knowledge graph. On est en train de créer un graphe de connaissances
qui relient des objets élémentaires typés entre eux pour recréer un graphe, un arbre de connaissances. L'avantage de cet arbre-là, c'est que quand un moteur de recherche va venir chercher de l'information maintenant, ça ne va pas être une base à plat ou une base structurée SQL, base de données classique, et qui va prendre 10 secondes à répondre. Non, non, ça va répondre en 1 milliseconde parce que c'est fait pour ça, c'est fait pour fonctionner comme notre cerveau. Et donc c'est vrai que c'est le futur très proche. Certaines sociétés ont déjà démarré dans cet environnement-là et ont déjà travaillé à la mise en place de Knowledge Graph. Google l'a fait assez tôt, mais maintenant, il faut vous qu'en tant que marque, vous imaginiez dans un futur proche créer votre propre graphe de connaissances de la marque. C'est-à-dire toutes les données publiques, l'histoire de la marque, les produits, les services, les magasins, les vendeurs, enfin tout ce qui permet d'écrire la marque. OK ? Et puis enfin, je vais vous amener sur un nouveau concept. Alors oui, d'abord, quels sont les avantages? Le nombre illimité d'entités, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le typage des relations, c'est-à-dire qu'on dit bien qu'un joueur participe à cette équipe, donc ça donne une information complémentaire. Ça va être beaucoup plus rapide et évolutif en termes de graphes et de connaissances. On va avoir beaucoup plus de réponses enrichies, parce que plutôt que d'avoir une seule et unique réponse, on va avoir une réponse et tout son contexte. Et donc on va pouvoir ramener à l'utilisateur non seulement la réponse qu'il voulait, mais en plus lui ramener énormément d'autres pointeurs intéressants sur le sujet qu'il est en train de regarder. Et puis enfin, Franck nous l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est complètement adapté à la recherche conversationnelle. On va être dans une conversation, on va être de cerveau à cerveau. Alors il y en a peut-être un qui sera fait de silicium et nous de notre côté, mais dans les faits, c'est comme ça que ça va fonctionner. Alors, moi, on voulait vous amener aussi sur un terme que Yext a créé, qui s'appelle le Digital Knowledge Management. Donc c'est la gestion de la donnée et de la connaissance dans l'environnement digital. D'accord ? Alors comment ça se présente ? C'est assez simple en fait. On voit toutes les sources de données possibles et imaginables qui existent aujourd'hui dans l'entreprise. L'idée, c'est de pouvoir connecter toutes ces sources-là pour pouvoir venir créer un référentiel unique qui est le Knowledge Manager, dans lequel, dans cette base de données, on va stocker, on va nettoyer, on va préparer, on va structurer, tel que je viens de vous le décrire, toutes les informations publiques de la marque, de façon à les préparer à être diffusées, poussées, publiées vers les différents points de contact digitaux dont parlait Franck tout à l'heure. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va commencer par le pousser sur le site web. Et donc là, on va s'assurer que le store locator et les pages magasins soient correctement décrites. On va le pousser sur les applications mobiles des marques. Ça, c'est faisable aussi. On va pouvoir le pousser sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les systèmes de cartographie, les annuaires. Donc, c'est les Google, les Yahoo, les Bing, les Waze, les Facebook dont on parlait tout à l'heure. Et puis, parce qu'on a fait ce travail de structuration et qu'on sait que cette information va être digérée, consommée par les algorithmes et les intelligences artificielles, ça va aussi alimenter possiblement les chatbots, donc de la conversation. Parce qu'un chatbot, ça n'est jamais que de la conversation par écrit. Et la synthèse vocale qu'on va avoir avec les speakers ou avec les téléphones, les smartphones, c'est la même chose, sauf que ça va être vocalisé. Autrement, d'un point de vue technique et d'un point de vue référencement de l'information, structuration de l'information, c'est la même source d'information. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que l'effort que vous allez faire pour être présent sur votre site, sur tous les points de contact digitaux, sur votre appli mobile, tout ce travail n'est pas perdu et va servir pour alimenter le chatbot, va servir pour alimenter la conversation et les réponses. C'est ça le plus important en tant que marque, les réponses dans le cadre de cette conversation. Voilà un petit peu, moi, ce que je voulais vous donner un peu comme information pour vous faire voir un petit peu comment ça se passait derrière, si on ouvrait le moteur et qu'on regardait un petit peu plus en détail. Juste une petite action, parce qu'autrement je vais me faire tuer par ma responsable marketing si je ne le fais pas. Donc là, c'est une petite fiche ici. Je vous demande, si vous êtes intéressé, juste de remplir ça, de nous donner des petites informations. Alors, on ne fait pas ça juste pour la gaudriole. On a un petit Google Home Mini à gagner. Peut être sympa de repartir avec. Donc, si vous remplissez ça, il y aura un tirage au sort et on vous fait gagner un Google Home Mini. Et évidemment, on est à votre disposition pour n'importe quelle question avec Franck, moi et puis toute l'équipe, si vous avez des questions complémentaires. Merci. Merci pour la présentation. J'ai du coup une petite question. Vous avez beaucoup parlé de Google, mais quid des recherches sur Alexa ? Parce que du coup, c'est pas le même moteur de recherche. Enfin, voilà. Bonne remarque. Il se trouve qu'effectivement, dans le cadre de Google, on imagine assez bien le chemin. C'est-à-dire que Google Search existe, la base de données est en place, Google My Business est une source de contenu. Sur Amazon, c'est différent, parce qu'ils n'ont pas de système sur lequel s'appuyer. Alors pour la petite histoire, au tout début d'Amazon, ils avaient signé un deal avec Microsoft, avec Bing. Donc les 3/4 des informations de réponse d'Alexa au début, c'était Bing. Et puis Amazon, une fois qu'ils avaient bien absorbé les informations de Bing, ils ont cassé le deal. Et puis maintenant, ils ont leur propre base de données. Donc ils fonctionnent avec leur propre technologie. Mais c'est intéressant parce que ça devient un nouvel acteur.
Ça devient un nouveau publisher au sens de Google, de Yahoo, de Bing, de Facebook. Et donc, il faut que votre acteur, votre partenaire qui va vous aider en tant que marque ait un lien avec Amazon, un lien direct avec Amazon, parce qu'il va falloir alimenter Amazon, et pas par rebond ou par redirection, mais vraiment alimenter Amazon. Je vous invite à suivre les actualités dans quelques jours, mais c'est vraiment il y a des choses qui vont se faire.